Alors, mes chers collègues, enfin mon cher collègue, pour le moment, vous n'aurez peu de députés pour le moment parce qu'ils sont tous, enfin beaucoup de nos députés sont à la commission des lois, majoritairement, essentiellement. Et ils sont tous sur le projet, il y a la discussion du budget justice qui vient dans l'hémicycle. Moi-même, je serai obligée de m'absenter un moment 5 minutes, mais mon vice-président se fera sans doute un plaisir, en tout cas, aura la courtoisie de bien vouloir me remplacer pendant quelques instants. J'essaierai. Voilà. Je ne doute pas que vous y parviendrez très bien, monsieur le vice-président. Donc, nous reprenons nos auditions en recevant monsieur Denis Calipe, président de la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris, qui est accompagné de monsieur Éric Miellet, secrétaire de la Chambre, huissier de justice associé à Paris. Madame Aurélie Palma, huissier de justice à Paris. Créée en 1813, la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris organise et représente les huissiers de justice établis dans la région capitale. Dans le cadre de nos précédentes auditions, l'idée a été évoquée de rapprocher les professions d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de mandataires judiciaires au sein d'une unique profession de l'exécution judiciaire. Je ne doute pas que vous avez pris acte de cette proposition. Nous serions heureux de connaître votre point de vue sur cette piste de réforme avancée par le gouvernement. Quelles sont, selon vous, les missions communes qu'assurent aujourd'hui ces trois professions? Comment cette profession unique vous paraîtrait-elle pouvoir s'organiser dans le temps, Il ne s'agit pas de l'imaginer pour demain, mais dans le temps, au regard des règles européennes, et notamment des directives services et qualifications en cours de renégociation. Quelles sont les activités qui pourraient relever d'un monopole au titre de l'exercice de l'autorité publique et celles qui pourraient être qualifiées de concurrentielles? Autant d'interrogations qui n'excluent pas que soient abordées, bien évidemment, des questions plus globales sur les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice, sur ses conditions d'installation et d'exercice, sur la nature et les tarifs de ses prestations ou encore sur sa gouvernance. Je vous cède la parole pour un exposé liminaire et qui sera suivi de questions de mon collègue Philippe Houillon, vice-président et co-rapporteur. Je rappelle que cet entretien est ouvert à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le canal interne et sur le site internet de l'Assemblée nationale. Je vous écoute. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, co-rapporteur, je tiens d'abord à vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer devant votre commission. Je ne reviendrai que quelques instants sur les événements qui nous ont conduits à nous opposer vivement mais très fermement au projet de réforme de notre profession, projet qui a provoqué un mouvement sans précédent jusqu'à notre manifestation du 15 septembre 2014, tant l'inquiétude au sein de notre profession est profonde. Projet dont l'approche politique, fiscale, financière et concurrentielle est très éloignée de l'idée que nous pouvons avoir d'une réforme des professions réglementées du droit. M. Macron, ici même, a déclaré qu'il s'agissait d'une bonne réforme pour les professionnels, les femmes et les jeunes. Je ne connais pas de bonne réforme qui met les trois quarts d'une profession hommes et femmes, employeurs et employés, jeunes et moins jeunes, réunis dans la rue. Une réforme qui touche aux fondamentaux de notre profession, contrairement à ce que nous avons entendu. Jamais, Madame la Présidente, notre profession n'avait ainsi manifesté ni même engagé un mouvement de grève. C'est vous dire combien nous avons jugé inacceptables les propos tenus, la méthode utilisée, mais également le contenu de la réforme projetée. L'arrivée de M. Macron nous avait laissé espérer qu'un dialogue constructif serait possible. Nous avons voulu laisser la place à la concertation en suspendant un mouvement de grève, car nous ne sommes pas contre les réformes, mais contre celle qui nous est imposée dans l'urgence et avec une certaine précipitation inexplicable. Nous avons cependant, depuis plusieurs jours, le sentiment que la démocratie est mise à mal, que la concertation avec les professions n'a été qu'un leurre auquel nous avons été naïfs de croire. Monsieur le ministre semble étonné que sa réforme soit caricaturée. Nous avons plutôt le sentiment d'avoir été caricaturés par cette réforme et les rapports successifs. À en croire M. Macron, les annonces de son prédécesseur ne sont plus d'actualité. Alors pour quelles raisons ce projet de réforme, pour sa partie concernant les professions du droit, reste-t-il entre les mains du ministre de l'Économie?
Pourquoi une telle urgence? Le projet de M. Macron n'est guère différent de celui de M. Montebourg. L'esprit qui l'anime n'a pas été sensiblement modifié. Les divers points évoqués à l'occasion de cette réforme sont pour nous inacceptables, tant dans la forme projetée que dans le fond. Mon propos, Madame la Présidente, n'est pas de nous opposer à la modernisation de notre profession, bien au contraire. Je suis persuadé que des évolutions sont inévitables et nécessaires, et notre profession a fait savoir qu'elle est ouverte à la discussion. Par ailleurs, nous sommes convaincus que notre profession fait partie de celles qui ne peuvent être totalement soumises à la liberté du marché, principalement en raison de la mission de service public qui lui est dévolue et qui est totalement absente du débat. Et cela a été justement souligné par Madame Taubira lors de son audition. L'approche de cette réforme ne repose en réalité que sur une approche basée exclusivement sur nos coûts. Si la dimension tarifaire ne doit pas être ignorée, une transformation d'une telle ampleur de notre profession ne peut se résumer à la seule analyse de son tarif, mais doit en intégrer toutes les composantes. La réforme telle qu'elle semble envisagée par M. Macron aura pour notre profession, mais également pour l'ensemble des Français, des conséquences considérables non prises en compte dans le projet qui devrait être soumis au Parlement. Les analyses sur lesquelles repose cette réforme, que ce soit le rapport de l'IGF, le rapport de M. Attali ou celui de l'OCDE de 2013, ne prennent nullement en compte la dimension humaine et sociale de notre profession, tout particulièrement dans un contexte de crise économique et sociale qui nécessite de la part des professionnels que nous sommes une adaptation constante à notre environnement. Madame le Président, je ne peux croire un seul instant que le ministère de l'Économie ait cru ou pu croire que la réforme de notre profession pourrait avoir un impact sur la croissance. Son audition l'a clairement démontré. Alors pourquoi maintenir la réforme de notre profession dans le projet de loi sur la croissance et l'emploi, rebaptisé depuis peu, puisque tout le monde a bien compris que celle-ci n'aurait aucun impact ni sur l'emploi, ni sur la croissance, mais bien au contraire. Vous savez, les analyses et sondages effectués sur notre profession démontrent que nos citoyens n'ont recours que 3 à 4 fois dans leur vie au service d'un huissier de justice. C'est vous dire l'impact que cela pourrait avoir sur la consommation et l'emploi. Je souhaiterais aborder les différents points évoqués par M. le ministre et vous exposer les raisons pour lesquelles nous ne pouvons y souscrire et les raisons de notre opposition. Je rappellerai tout d'abord que la profession d'huissier de justice est une profession qui fonctionne bien. Oui, qui fonctionne même très bien, qui s'est rajeunie et qui est créatrice d'emplois, qui a parfaitement maîtrisé la révolution numérique et informatique, qui a transformé notre société en quelques années. Notre profession n'a aucun retard en ce domaine, bien au contraire. Nous sommes des professionnels qui assureront à la satisfaction de tous les missions qui leur sont dévolues, selon un tarif fixé par les autorités publiques, et qui exerçons un rôle capital dans l'exécution des décisions de justice, sans laquelle aucune société moderne et démocratique ne peut fonctionner et se développer. Les huissiers de justice sont des hommes et des femmes présents sur tout le territoire, qui exercent une profession difficile, appréciée pour leur proximité, leur accessibilité et le rôle de régulateur économique par ceux qui y ont recours. Pourquoi mettre à mal une profession prise pour modèle à l'étranger? L'huissier de justice, sous sa forme libérale ou d'agent d'exécution, a été adopté dans la quasi-totalité des pays de l'Est, dans une grande partie de l'Afrique, et récemment 2 études ont été ouvertes au Vietnam, à Hanoï. Cette réforme va déstabiliser pour longtemps notre profession, au préjudice de la mission de service public qu'elle rend. Monsieur le ministre envisage une réforme de notre tarif, soit par une diminution de notre taux de base de l'ordre de 10 à 20%. Or, ceci reviendrait à ramener celui-ci de 2,20 € à 1,76 €, soit un montant proche de ce qu'il était en 1988, et entraînerait inévitablement la disparition de plusieurs centaines de professionnels, si ce n'est pas plus, et de plusieurs milliers d'emplois. Soit par la fixation d'un corridor tarifaire, idée qu'il a émise ici même. Quelle belle image! Mais cette proposition ne peut prospérer, car elle ne répond pas au vrai problème de notre tarif, qui n'est pas son coût, mais sa lisibilité. Et de plus, cette méthode ne serait favorable qu'aux grands prescripteurs, sociétés de recouvrement ou banques, capables d'imposer les prix les plus bas aux huissiers de justice en fonction du volume d'affaires confié. Notre tarif, vous le savez, est fixé par le ministère de l'Économie.
il est par principe redistributif, car nous effectuons une grande partie de nos actes à perte. Nous sommes en mesure de vous produire des chiffres qui vous démontreront que le rapport de l'IGF, qui nous a été communiqué que récemment, est plus que contestable, que les données chiffrées, notamment pour Paris, ne reflètent nullement la réalité. Les auteurs, certainement compétents, n'ont peut-être pas eu accès aux données nécessaires. Il est toutefois particulièrement dommageable de baser une réforme telle que celle annoncée sur un rapport aussi contestable. Contrairement à ce qu'affirme ce rapport, les augmentations de notre tarif civil qui nous ont été consenties n'ont permis que de rattraper les effets de l'inflation et de plus servent à compenser l'indigence d'un tarif pénal à charge de l'État et non revalorisé depuis 1975. Savez-vous que nous délivrons sur Paris, pour le compte de l'État, des dizaines de milliers d'actes dont l'émolument est surréaliste à 4,50 €, que nous assurons de nombreuses missions gratuitement ou faiblement rémunérées, voire à perte pour le compte de l'État, et notamment au titre de l'aide juridictionnelle, que nous donnons chaque jour des consultations gratuites, que le taux de marge moyen de nos activités monopolistiques n'est que de 1%, que nos actes supportent des taxes leur enchérissant de 30 à 60%. L'application d'une TVA réduite à 10% ou la suppression du droit d'enregistrement de 9,15 € pesant sur nos actes serait immédiatement ressentie par nos clients. Si nous souhaitons pouvoir continuer à mener nos missions de service public, nous devons conserver ce qui fait notre force, à savoir notre indépendance, notre statut d'officier ministériel et une tarification juste mais lisible qui, je vous le rappelle, a été établie avec un double objectif, assurer la rentabilité de nos offices, mais également assurer une garantie aux citoyens et à l'accès aux droits. Notre tarification est une garantie pour tous. Elle protège de l'ultralibéralisme prôné au nom d'une déréglementation qui aboutira, vous le savez, à une augmentation vertigineuse des coûts et éloignera davantage la justice de nos concitoyens. Elle participe en plus au maillage territorial. Ce projet envisage la libre installation. Nous y sommes totalement opposés. Mesdames et messieurs, la libre installation, c'est la fin de l'accès aux droits sur tout le territoire. Croyez-vous que les jeunes diplômés qui pourraient choisir leur lieu d'installation iront spontanément dans des zones où il est difficile d'exercer? Croyez-vous un seul instant qu'un huissier de justice installé dans une petite commune pourra céder son office ou sa clientèle lorsqu'il cessera son activité? Une libre installation non maîtrisée aura des effets dramatiques pour nos professions et conduira inévitablement à une paupérisation des titulaires, à des licenciements en masse et ne créera aucune activité dans ces territoires. Elle sera destructrice d'emplois. Elle conduira à la création d'un désert juridique qui viendra compléter la désertification en cours de nos régions au profit des métropoles régionales. Vous connaissez déjà le désert médical, vous connaîtrez bientôt le désert juridique. Sans omettre la perte de la garantie financière pour nos clients. Car notre solidarité qui permet et assure une prise en charge illimitée des sinistres ne pourra plus fonctionner dans ce nouveau contexte, et cela au préjudice de nos concitoyens. La liberté d'installation entraînera nécessairement la disparition du droit de présentation, cumulé à une base du tarif, c'est nous infliger une double peine. Si cela devait se produire, soyez assurés que nous demanderons une indemnisation juste qui ne se limitera pas au seul droit de présentation, mais qui intégrera les charges liées au licenciement de nos salariés, à la perte de notre monopole, à la perte de notre carrière, ce que font d'ailleurs actuellement les avoués. L'ouverture de notre profession prônée par M. Macron. Il s'agit encore d'une mauvaise connaissance de l'évolution de notre profession et rien ne justifie qu'il soit nécessaire de légiférer à ce titre. Notre profession ne souffre pas d'un déficit de professionnels. Le nombre de candidats intéressés et souhaitant intégrer la profession d'huissier de justice se maintient. Il n'y a pas de réelle difficulté d'accessibilité à la profession d'huissier de justice. L'arrivée du salariat dans notre profession il y a 2 ans a permis une très sensible augmentation du nombre d'huissiers de justice. Ainsi, sur Paris, en 18 mois, le nombre de professionnels a cru de 20%. La suppression de la limite du nombre d'huissiers salariés par office devrait accentuer cette évolution. Il n'y a pas de disparité de salaire entre hommes et femmes. En 10 ans, nous avons vu le nombre des huissiers de justice parisiens se renouveler de plus de 50% et le nombre de professionnels augmenter régulièrement. Le salariat permet d'intégrer nos jeunes diplômés ou de faire accéder à cette fonction des diplômés plus anciens. Nous avons su répondre
à leurs attentes en les intégrant très rapidement, répondant ainsi à l'objectif de cette réforme. Notre profession s'est ouverte aux femmes. À Paris, 35% des huissiers de justice sont des femmes. Au regard des dernières nominations, le taux d'évolution des femmes dans notre profession est de 72%. Nous avons eu l'écho d'une proposition non évoquée par M. le ministre qui serait de fixer un quota d'huissiers par seuil de chiffre d'affaires. C'est une proposition totalement idéologique, anti-économique et qui vise en réalité à lisser les revenus. C'est pour nous inacceptable. Ce projet envisage l'ouverture du capital de nos SEL. Le projet controversé du 13 octobre mentionne expressément les experts comptables et commissaires aux comptes. Or, le décret de mars 2014 permet déjà l'ouverture du capital des SEL aux professions du droit et du chiffre. Ce que nous pouvons donc déduire du projet en cours, c'est la volonté réaffirmée de faire pénétrer dans nos structures d'exercice, au travers de ces cabinets, des structures capitalistiques. Nous savons que les investisseurs rechercheront la rentabilité et le résultat au détriment de nos missions de service public. L'ouverture du capital, si elle se met en œuvre, doit avoir pour objectif de favoriser la réunion de professionnels du droit. M. Macron a annoncé la création d'une grande profession de l'exécution qui engloberait les huissiers de justice, les mandataires judiciaires. Je vous remercie parce qu'il s'agit de répondre non pas aux questions de M. Macron qui n'est pas dans la salle, mais aux questions des parlementaires qui font une mission pour entendre et non pas pour répondre à un ministre qui n'est pas là. Donc je souhaiterais effectivement que vous répondiez aux questions que nous avons posées, même si ce que vous avez dit était, je comprends que vous le disiez, mais maintenant il faut quand même qu'on réponde aux questions des parlementaires. J'ai terminé, Madame la Présidente. Donc M. Macron a annoncé la création d'une grande profession d'exécution qui engloberait les huissiers de justice, les mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs judiciaires. Ce n'est pas une idée nouvelle. Elle est toutefois séduisante à condition de ne pas la créer dans la précipitation, notamment en recourant aux ordonnances. Cette solution et cette évolution, si elle doit voir le jour, doit se faire en concertation avec les professions concernées. La création de structures d'exercice communes aux 3 professions nous paraît une piste plus intéressante. Ce point-là que nous aurions aimé vous entendre, parce que nous ne connaissons pas de projet de loi, on l'a suffisamment et clairement dit, et je le répète, c'est un texte comme il en existe quand il est question d'une réforme dans un gouvernement, j'imagine, mais qui n'a aucun statut. Donc je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas de projet de loi, cela doit vous rassurer. Il y en aura certainement un et le gouvernement y travaille. Pour autant, la mission, là, dans sa configuration, n'a pas pour objet d'examiner un projet de loi. Elle est là pour déterminer avec vous les axes d'évolution que vous jugez utiles de mettre en avant. Nous sommes dans une démarche constructive. C'est pour ça que je souhaite qu'on ne s'égare pas sur l'examen d'un texte qui n'a pas de valeur, mais bien au contraire qu'on puisse travailler dans la sérénité sur des avancées que vous considérez nécessaires. Et notamment, je vous avais posé la question d'une évolution vers une profession unique de l'exécution. Voilà. Donc, on oublie ce texte et on parle entre nous des évolutions que vous pensez utiles à votre profession. Je pense, Madame la Présidente, qu'il y a plusieurs types d'évolutions. Il y a l'évolution des structures d'exercice de notre métier, dans le cadre, effectivement, du projet de M. Macron, de la création d'une grande profession d'exécution. Donc, ce que je vous disais, c'est effectivement, ce n'est pas une idée qui est nouvelle, c'est une idée qui a déjà été émise. Ce que nous disons, c'est que, d'abord, je pense qu'il faudrait que ça se fasse dans une certaine concertation avec les autres professions qui sont concernées, et qu'avant d'aboutir peut-être à la fusion d'une profession unique, on envisage déjà la création de structures d'exercice où pourraient se réunir ces 3 professionnels concernés. On a des professions qui sont très différentes, des statuts qui sont différents, des compétences territoriales qui sont différentes. Les mandataires judiciaires ne sont pas officiers ministériels. Ce sont des questions qui nécessitent d'être évoquées. Et je ne pense pas que le cadre des ordonnances, tel qu'il semblait avoir été projeté d'utiliser pour cette réforme, soit le bon. Car je crois qu'il faut beaucoup discuter avant d'envisager cette profession. Ensuite, le deuxième problème, c'est l'extension de ce que l'on entend par exécution. C'est vaste.
nous connaissons bien notre profession, nous savons qu'il y a des choses qu'on peut améliorer dans l'exécution des décisions de justice en France. Et ce sont d'autres propositions qu'on peut effectivement envisager dans le cadre de cette réforme. On a effectivement, j'allais vous soumettre plusieurs pistes de réflexion qui nous semblaient intéressantes, notamment des pistes qui permettraient de faire gagner en temps, en accessibilité au droit, en coût, à tout le monde, aux professionnels et aux justiciables, mais également à la justice. Je vous prendrai comme exemple la procédure d'injonction de payer, qui est une procédure qui était censée permettre la résolution des petits litiges rapidement et à faible coût. Or, on l'a compliqué à souhait, et aujourd'hui, il y a des possibilités d'accélérer ces procédures, notamment en permettant aux huissiers de justice d'apposer la formule exécutoire plus rapidement sur ces injonctions, en évitant l'engorgement des greffes, qui sont aujourd'hui submergés par ces injonctions de payer et d'autres tâches qui leur incombent. Je prendrai l'exemple, par exemple, de la saisie des rémunérations, qui touche énormément nos concitoyens. Aujourd'hui, les greffes ne sont plus en mesure d'assurer la gestion des prélèvements qui sont effectués et des redistributions. J'ai ici des courriers de tribunaux d'instance qui nous informent qu'avant 18 mois, ils ne seront pas en mesure de redistribuer les fonds saisis sur des salaires. Eh bien, c'est un préjudice pour tout le monde. C'est un préjudice pour le créancier, c'est un préjudice pour le débiteur, car tant que le compte du créancier n'est pas alimenté, les intérêts continuent à courir. C'est une mission qui pourrait être dévolue aux huissiers de justice, sans aucune difficulté. Dans cette grande réforme, cette création de cette profession unique de l'exécution, je pense qu'il faudrait également englober toute l'exécution. Il y a d'autres secteurs de l'exécution qui nous échappent, qui sont confiés à d'autres professions, qui devraient être intégrés à ce moment-là dans ce périmètre. Donc c'est pour ça que cette profession, elle a besoin d'être imaginée, son statut a besoin d'être aménagé, mais il faut également déterminer son véritable périmètre d'intervention. Je pense qu'il y a également une chose qui est souhaitable pour notre profession, ça serait un assouplissement de notre statut. Aujourd'hui, un des freins qui existent dans notre profession, c'est la lourdeur administrative des processus de nomination, d'évolution. Lorsque vous êtes huissier de justice et que vous avez déjà été nommé et que vous voulez ou vous associer ou changer de département, les conditions de mobilité sont très compliquées. Ça, c'est quelque chose qui pourrait faciliter les regroupements, les fusions entre professionnels. Il y a des pistes de réflexion, mais je ne pense pas que ces pistes, pour l'instant, ont été abordées. On est parti sur une analyse qui était mauvaise, et c'est pour ça que j'avais tenu à vous le rapporter. Non, mais vous avez bien fait de vous exprimer. C'était aussi l'objet de la mission. Mais ne nous trompons pas d'objet. C'est bien de recueillir toutes vos propositions constructives sur l'évolution de votre profession. Je passe tout de suite la parole à mon collègue. Merci, madame. Très rapidement. Une observation. Donc, vous avez dit clairement, refus de lisser les revenus. C'est inacceptable. Enfin, la proposition de lisser les revenus au sein de la profession, vous avez indiqué ceci, c'est inacceptable. Bon, c'est votre jugement, mais je dis simplement, je suggère, si c'était une façon de partager, de rééquilibrer au sein d'une même profession. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Entre un refus et peut-être une analyse qui permettrait de rééquilibrer au sein d'une même profession des revenus dont on sait qu'ils sont différents, ça serait peut-être intéressant. 2 questions, mais j'ai fini. Compétence nationale. Question pertinente, je crois. Vous étiez, m'a-t-on dit, tout à fait favorable à la compétence nationale. Avez-vous aujourd'hui la même position? Et 2e question, je réduis le spectre de l'interrogation qui vous a déjà été posée. On parle d'une fusion avec les huissiers du Trésor public. Simplement avec ceci, qu'en pensez-vous? J'ai tout dit. Monsieur le député, alors, en ce qui concerne la fusion, on va commencer par la fusion avec les huissiers du Trésor public. C'est une piste qui a été envisagée. Je pense qu'elle n'est envisageable que dans la mesure où il est confié à notre profession l'intégralité du recouvrement des créances publiques. Ça va pas de soi, malheureusement. Donc je pense qu'effectivement, dans cette hypothèse-là, je ne vois pas pour quelle raison on pourrait s'y opposer. Aujourd'hui, vous savez qu'une grande partie du recouvrement des créances publiques s'effectue directement par des organismes qui émettent eux-mêmes leurs propres titres, sans aucun
contrôle, et que pour un justiciable contester, c'est quasiment difficile. Vous savez aussi bien que moi qu'en matière d'avis à tiers détenteur, les règles ne sont pas forcément toujours respectées. Et effectivement, l'intégration du recouvrement des créances publiques dans notre profession, avec l'intégration des huissiers du Trésor, c'est une piste qui est envisageable là-dessus. En ce qui concerne la question de la compétence nationale, je vois que vous êtes bien documenté. C'est une position qui m'est personnelle, et donc je ne peux pas m'exprimer au niveau de ma profession sur cette question. C'est pas à moi d'en décider. En ce qui concerne l'évolution et le lissage des revenus, je vais laisser mon confrère vous répondre sur ce sujet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le député. Oui, alors au sujet du lissage des revenus, je dirais que ça va à l'encontre d'un principe selon lequel tout travail mérite salaire, et plus on travaille, plus on gagne un peu plus de revenus. Simplement, il y a un problème qui est quand même un effet de seuil, puisque si vous décidez, je ne sais pas, à partir de 500 000 euros par exemple, on doit prendre un huissier supplémentaire, que se passera-t-il quand on redescendra en dessous du seuil ? Donc c'est un problème qui est quand même très très sensible. Est-ce qu'il faudra se séparer de l'huissier associé ou salarié ? Ce sera très très compliqué. Donc je pense que c'est quand même très très difficile à gérer sur un plan tout à fait concret. Voilà. Monsieur le vice-président. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais faire une petite explication de texte préalable avant de poser mes questions, auxquelles vous avez déjà par avance répondu, Monsieur le Président. L'explication de texte, c'est une question. Y a-t-il actuellement sur la table autre chose que la perspective du projet de loi qui va être présenté prochainement au Conseil des ministres et qui va venir, nous dit-on, devant l'Assemblée nationale en janvier? À ma connaissance, non. Par conséquent, ne pas parler des pistes qui ont été dégagées à l'occasion de diverses auditions, et encore à l'instant même à la séance des questions au gouvernement où M. Macron a répondu à une question d'un parlementaire sur ce sujet, me paraîtrait passer à côté et être totalement hors sol, ce qui, évidemment, n'est pas la vocation de cette mission. Ça n'empêche pas, bien entendu, bien qu'il n'y ait pas d'autres projets sur la table, ça n'empêche pas d'avoir des idées au-delà du périmètre de ce projet. Qui, ces idées, dans un monde idéal, pourraient aboutir à une proposition de loi qui, allez donc savoir, si les idées étaient bonnes, pourrait être audiencée, j'allais dire, à l'ordre du jour d'une prochaine séance. Mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas la perspective qui nous est soumise. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut vous entendre sur les perspectives qui ont été données et sans lequel projet, d'ailleurs, cette mission probablement n'aurait pas été créée. Bien. Alors, je l'ai dit, vous avez déjà répondu par avance à beaucoup de questions que j'avais en tête. S'agissant de la profession unique, c'est quelque chose qui est annoncé. Il y a même le nom, les commissaires à l'exécution. Bon, donc, c'est quelque chose qu'on va trouver. C'est quelque chose de substantiel, puisque c'est un bouleversement de l'exercice. Ma question est, sur ce sujet précis, est-ce que vous imaginez qu'à l'instant même, aujourd'hui, un huissier de justice est capable de procéder à un licenciement collectif comme le fait un mandataire dans le cadre d'une entreprise en liquidation judiciaire? Est-ce que vous pensez qu'un commissaire-priseur est capable de tenir les audiences correctionnelles que vous assumez, par exemple? Ou est-ce que vous pensez qu'un mandataire de justice est capable d'évaluer une œuvre d'art? Si la réponse est oui, nous sommes éclairés. Si par hasard elle était non, quelles sont les mesures qui vous sembleraient nécessaires, le parcours, j'allais dire, qui vous semblerait nécessaire pour aboutir à la construction d'une profession unique compétente dans les différents domaines des trois professions actuelles? Voilà, première question. Deuxième question, s'agissant aussi bien de la liberté d'installation, des tarifs, de l'ouverture du capital, est-ce que votre Chambre a réalisé une étude d'impact
aussi petite soit-elle, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire de manière concrète, indépendamment des déclarations générales, quelles seraient les conséquences pratiques sur, pas dire sur le plan national, puisque vous représentez la Chambre départementale, mais enfin en tout cas sur les professionnels de votre ressort. Enfin, troisième et dernière question, il est question, s'agissant des tarifs, de les soumettre à l'avis de l'autorité de la concurrence. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée, une mauvaise idée ? Je voulais vous demander aussi, s'agissant de la profession unique, je reviens donc en arrière, si vous pensez que ça doit être fait à l'occasion d'un débat parlementaire avec la concertation qu'il suppose ou bien par ordonnance. Vous avez déjà par avance répondu, donc je ne pose pas la question, je ne fais que rappeler votre réponse. Monsieur le co-rapporteur, je vais vous répondre sur la profession unique de l'exécution. La réponse est non. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un huissier soit capable de procéder à un licenciement d'un salarié. Je ne pense pas qu'un mandataire judiciaire soit en mesure de procéder à notre exécution. Et je ne crois pas qu'il ait, enfin, l'exécution de notre métier, je ne pense pas qu'il ait envie de le faire. Par contre, ça n'empêche qu'il peut y avoir des synergies entre nos trois professions, mais peut-être pas dans la création d'un professionnel unique, mais d'une structure d'exercice commune au sein duquel il y aurait un mandataire judiciaire, un huissier de justice et un commissaire-priseur. Chacun garde... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais pour que je comprenne bien, vous voulez dire que la piste serait l'interprofessionnalité entre ces trois professions et non pas une profession unique. C'est bien ce que vous voulez dire? C'est mon point de vue, effectivement. Oui. Je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, c'est une idée. Ce qui est intéressant, c'est cette création d'une profession unique de l'exécution qui regroupe les professionnels chargés d'exécution. Mais l'idée de la création d'un seul professionnel qui aurait les trois casquettes ne me paraît pas une bonne idée. C'est ce que j'exprime, si vous voulez. Et je pense qu'aujourd'hui, ces trois professions qui fonctionnent relativement bien, on peut effectivement les réunir, mais à mon avis, plutôt dans des structures interprofessionnelles, peut-être à vocation capitalistique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça soulève d'autres problèmes qui sont liés à notre qualité d'officier ministériel pour nous et les commissaires-priseurs et mandataires judiciaires qui ne le sont pas, à des compétences territoriales différentes en fonction de ces trois professions, des tarifs différents. Donc il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que je pense, je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que des ordonnances ne me paraissent pas adaptées pour une transformation aussi importante du mode d'exercice de notre profession. S'agissant donc de cette profession unique, on peut imaginer évidemment que les commissaires-priseurs disent la même chose que vous. Les mandataires aussi considèrent qu'ils ne peuvent pas être huissiers et que vous ne pouvez pas être mandataire. Mais ça, c'est une évidence pour chacun d'entre nous ici. En revanche, on peut imaginer un développement dans le temps avec un cursus commun d'études, avec après une spécialisation qui faciliterait les passerelles entre les professions à un moment ou à un autre de votre vie professionnelle. C'est une question oui, tout à fait... Vous avez peut-être raison, il faut se projeter dans le futur pour ça. Mais dans un premier temps, si on veut jeter les jalons d'une profession commune, je pense que la première chose, c'est d'apprendre à se connaître, parce que vous savez, on se voit, mais on ne se connaît pas. On ne fait pas leur métier. Ils ne connaissent pas notre métier. On connaît un peu mieux peut-être les commissaires-priseurs pour des raisons de proximité. Mais aujourd'hui, pour moi, créer un professionnel unique, ça me paraît difficile. Et je ne pense pas en plus que ce soit forcément une bonne chose dans l'immédiat. On risque plutôt de faire disparaître des points d'accès au droit et non pas en créer. Je crois qu'il faut une évolution. Vous savez, le droit, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour notre société. Je crois qu'il faut avancer, non pas de manière trop rapide, mais à pas compter pour que ce projet puisse se matérialiser. Alors, en ce qui concerne vos autres professions, monsieur le corapporteur, je vais passer la parole à mon confrère. Alors, en ce qui concerne votre question sur l'autorité de la concurrence qui serait habilitée à tarifer ou à porter une indication sur les tarifs des huissiers de justice, actuellement, ces tarifs, il faut bien voir, ne sont pas décidés par les huissiers. Ce sont déjà, effectivement, c'est le ministère de la Justice qui les arrête. Donc, que ce soit l'autorité de la concurrence, pourquoi pas? Ce n'est pas un problème en ce qui nous concerne.
Simplement, je pense qu'en matière de tarifs, c'est plutôt la question de la réévaluation périodique du tarif, puisque actuellement, comme vous le savez, il est réévalué une fois tous les 7, 8, 10 ans, enfin selon le bon vouloir ou la possibilité, la disponibilité des uns et des autres. Donc ce qui serait bien, c'est le réévaluer tous les 2 ou 5 ans, par exemple. C'était d'ailleurs ce qu'avait préconisé l'IGF. En ce qui concerne l'impact du tarif, de la baisse éventuelle d'un tarif, de l'ensemble du tarif, de la liberté d'installation. Voilà. Alors non, il n'y a pas d'étude d'impact qui a été faite. Simplement, une baisse du tarif, par exemple, de 20% aura immédiatement un impact sur les études, puisque nous sommes en termes de rentabilité, non pas au niveau qu'indique l'inspection des finances, mais on se situe plus près de 30% environ. Donc 30%, c'est la moyenne, c'est-à-dire vous avez pas mal d'études qui sont en dessous de 30%, et vous voyez très bien qu'à ce moment-là, un certain nombre d'études seront obligées de licencier et d'autres de fermer. Je parle ainsi, mon propos concerne les petites études, essentiellement. Donc non, il n'y a pas d'étude d'impact qui a été faite, mais enfin, on voit déjà qu'avec une baisse du tarif de 20%, il y a quand même un impact prévisible immédiat. Et quant à la liberté d'installation, effectivement, je pense qu'on a peut-être mal apprécié ce que ça voulait dire en termes de professionnels du droit, c'est-à-dire que vous avez... Actuellement, le système ne fonctionne pas trop mal. Et qu'est-ce qui va se passer quand on aura, par exemple, ma consoeur, Maître Palma, qui vient de s'installer au mois de juin, elle a investi dans son étude, elle a emprunté. Que se passera-t-il s'il y a un jeune huissier qui, sans bourse déliée, s'installe juste à côté de chez elle? Comment fera-t-elle pour rembourser ses emprunts? Comment fera-t-elle pour payer ses employés? Il y a un véritable souci. Donc, je dirais, le problème se trouve là pour les jeunes, se trouve également pour les anciens, puisque les anciens, qu'est-ce qui se passe? Les anciens plutôt dans des zones défavorisées. Qu'est-ce qui se passera pour eux au moment où ils prendront leur retraite? Puisqu'il y aura liberté d'installation, ils ne trouveront personne pour reprendre leur étude. Ce qui veut dire tout simplement que le capital qu'ils espéraient retirer de cette étude, pour arrondir leur retraite, parce que les retraites des huissiers de justice sont quand même moins favorables que celles des salariés, eh bien, ne pourra pas compter dessus. Donc, si vous voulez, par ces deux exemples, je pense qu'on voit assez bien quand même les limites des libertés d'installation. Surtout que, comme l'a dit le président Calipe, on ne voit pas trop où est le problème pour les huissiers, si vous voulez. C'est une profession qui fonctionne bien, qui se renouvelle régulièrement et qui se rajeunit également. Merci beaucoup. Bon, vous représentez finalement la région Paris, enfin Paris. C'est vrai que... Est-ce que vous avez le sentiment, enfin c'est un sentiment que je vous demande, est-ce que vous avez l'impression que vous représentez les huissiers de la France entière, ou si vous avez une particularité quand même sur Paris qui mérite d'être signalée? En tout cas, il y en a une peut-être qui apparaît dans le rapport sur l'inspection générale des finances, qui est la mise en place d'un bureau commun de signification des actes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce bureau commun de la signification? Bien sûr, Madame la Présidente. D'abord, premièrement, Paris ne représente pas du tout la France, mais elle a des particularismes et qui sont d'ailleurs communs aux grandes agglomérations, puisqu'on n'est pas unique dans notre position, et notamment cette structure du bureau commun dont vous parlez. Cette structure, il en existe dans beaucoup d'endroits. Il n'en existe pas qu'à Paris. Vous en avez dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, dans la Seine-Saint-Denis, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, et peut-être même dans d'autres villes où j'ignore qu'il y a des bureaux communs. Ce qui est certain, c'est que nous avons, créé ce bureau commun en 1923, lorsqu'a été promulguée la loi sur le clerc assermenté, qui nous a permis de mettre en commun nos clercs pour signifier nos actes sur, à l'époque, le département de la Seine, qui englobait beaucoup plus que la simple agglomération parisienne, enfin la ville de Paris. Donc vous voyez, déjà en 1923, on était quand même très en avance sur les méthodes de travail, puisque nous avions déjà organisé notre mode de signification. Alors, c'est un point qui est très contestable du rapport de l'IGF, car l'IGF, finalement, n'a pas été voir ce bureau commun. Elle n'a pas compris ce qu'était ce bureau commun, qui, en fait, n'a pas du tout l'image que l'IGF laisse percevoir à travers son rapport. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas ni plus ni moins que ce qui existait en 1923. C'est-à-dire que toutes les études parisiennes centralisent leurs plis qui, aujourd'hui, ne sont toujours pas dématérialisés. C'est toujours des significations par clerc assermenté
et qui déposent chez les particuliers leurs plis sous forme de documents papier. Ces plis sont centralisés dans ce bureau commun, répartis par des secteurs, un peu comme un centre de tri postal, si vous voulez, avec, nous devons avoir, je crois, une soixantaine de clercs. Je sais que vous en recevez tout à l'heure, vers 19h, dans le cadre d'une table ronde. Vous les entendrez s'exprimer. Ils sont d'ailleurs très inquiets sur les atteintes à la signification qui ont été plus ou moins soutenues récemment. Et donc, si vous voulez, ces plis, c'est simplement une centralisation pour permettre une meilleure rationalisation. Mais nous n'avons pas encore franchi d'autres étapes dans la mesure où la dématérialisation de la signification des actes n'est pas encore véritablement une réalité. Les textes existent, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, sur ce point, le rapport de l'IGF est erroné, totalement. Et là, vous évoquez le mot dématérialisation pour se projeter dans l'avenir. Alors là, je suis ravi que vous me posiez cette question. Je n'ai pas eu le temps de m'exprimer dessus tout à l'heure parce que j'étais un peu trop long sur d'autres considérations. Notre chambre, justement, vous me demandiez si la Chambre de Paris avait un particularisme, c'est qu'effectivement, elle a le particularisme de s'être lancée dans la dématérialisation depuis près de 10 ans. Aujourd'hui, nous avons dématérialisé entièrement nos échanges avec la préfecture de police et les commissariats. Vous savez que nous avons souvent recours au concours de la force publique et aujourd'hui, il n'y a plus de papier entre la préfecture de police et les commissariats. D'ailleurs, nous venons d'étendre ce que nous avons développé, notre module dans la préfecture du Val-de-Marne. Nous avons créé pour les juridictions, sur nos fonds personnels, des plateformes d'échange qui permettent maintenant aux huissiers de justice de communiquer avec le juge de l'exécution du tribunal de grande instance. Nous sommes en train de créer une plateforme avec les tribunaux d'instance qui vont permettre d'alléger considérablement les greffes dans la mesure où plus aucune date d'audience ne sera donnée par téléphone, mais sera exclusivement prise par la plateforme que nous avons créée. Nous sommes en train de gérer les agendas des greffes, qui va permettre à tous les avocats, en passant via leur huissier, d'obtenir des dates d'audience. Ça marche remarquablement bien. Le service du juge d'exécution marche parfaitement bien. Il va être étendu dans d'autres tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris. Donc, si vous voyez, en matière de dématérialisation, on est véritablement moteur en ce qui concerne l'agglomération parisienne, mais c'est peut-être un peu aussi le rôle de Paris. Vous n'êtes pas d'accord? Cette conclusion, mais Ni un accord, ni un désaccord. c'est un constat. Très bien, bon. Moi, je pense que on a encore quelques instants. J'aurais souhaité, Madame la Présidente, si vous le permettez, que notre consoeur, Maître Palma, vous fasse part de son Bien parcours, sûr. puisque c'est comme c'est une jeune consoeur qui vient d'arriver. Moi, j'avais quand même une question à laquelle vous pourrez répondre. Est-ce que le nombre d'huissiers de justice dans le ressort de la Cour d'appel de Paris vous paraît suffisant pour assurer le maillage territorial de qualité que nous attendons? Je vous réponds toi. Je vous remercie, Madame la Présidente, de me donner la parole. Donc, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, écoutez, je ne vais pas m'attarder sur tous les aspects que je souhaitais donc, aborder. Je suis là aujourd'hui parce que je représente la nouvelle génération des huissiers de justice et j'estime que les jeunes n'ont pas été assez entendus. Voilà. Et donc, je remercie mon président et mon confrère Denis Calib de m'avoir sollicité, puisqu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'exprimer devant vous. Donc, je ne vous cache pas que je suis un peu impressionnée, puisqu'il s'agit de ma première audition publique. Je vais... je sais. Donc, c'est quand même impressionnant. Ce que je voulais vous dire donc, rapidement, c'est vous raconter mon parcours. Je ne suis pas du tout parisienne. Je suis originaire de l'île de la Réunion, où mon père travaille dans le bâtiment, ma mère est fonctionnaire de l'éducation nationale. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout issue d'une famille huissier de justice. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un déshonneur à exercer la même profession que ses parents. Je suis arrivée donc à Paris à l'âge de 17 ans après mon bac pour y faire mes études de droit. Et c'est en licence que j'ai découvert cette profession en regardant tout simplement un reportage à la télévision. Et je me suis dit, mais c'est ça, j'ai eu un déclic, c'est ce métier que je veux faire. Et mon rêve s'est concrétisé, s'est réalisé le 11 juin dernier. Donc malheureusement, aujourd'hui, ce rêve a viré au cauchemar, vous l'avez bien compris, un mois après ma prestation de serment,
M. Montebourg annonçait son projet de réforme en remettant en cause l'essence même de notre profession. Donc je sais bien que depuis, avec son successeur, M. Macron, donc les choses ont évolué. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes à Paris représentent à peu près donc 50%, c'est-à-dire que 50% des huissiers de justice parisiens ont moins de 50 ans. Donc je pense que l'âge... Alors, au niveau national, les plus de 50 ans représentent 44% de la population des huissiers de justice. Si l'on compare ce chiffre-là avec une donnée, par exemple, qui est celle des dirigeants d'entreprise, puisqu'on est malgré tout, ou surtout, nous sommes également des dirigeants d'entreprise, ce pourcentage est strictement identique. Nous sommes dans la moyenne à 44%. Donc on n'est pas ni plus vieux ni plus âgé. Vous m'avez parlé de quotas à un certain moment. Je peux déjà vous dire qu'on a le plus grand nombre Non, de mais elle va professionnels. terminer. Oui. On a le plus grand nombre de professionnels par un nombre d'habitants. C'est à Paris que ça se passe. C'est nous qui avons le plus grand nombre de professionnels, bien sûr. Par nombre d'habitants. Oui. Vous avez le ratio. Je peux vous dire, on est 13 000 huissiers. On est 13 000 habitants par huissier à Paris. Et il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est celui de la comparaison des chiffres qui nous ont été fournis par l'OCDE sur les pays utilisant des professionnels de l'exécution, ou statut libéral ou statut public. La moyenne est de 4,9 professionnels de l'exécution pour 100 000 habitants dans les pays de l'OCDE à statut privé. À Paris, nous sommes 7,6. Donc nous sommes largement au-dessus des quotas et des moyennes européennes. Le nombre d'offices à Paris. Alors, le nombre d'offices à Paris est de, je crois, 87 avec 173 titulaires ou huissiers de justice salariés. C'est-à-dire que nous sommes, ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons eu une progression en 18 mois de 20% du nombre des huissiers grâce à l'arrivée du salariat. Et nous avons eu une augmentation très considérable donc, d'huissiers femmes depuis les 10 dernières années, puisque le nombre de femmes par rapport à il y a 10 ans est de plus de 72%. On arrive même, quand on regarde les chiffres de l'examen professionnel au niveau national aujourd'hui, à un renversement total de tendance. Et si on faisait des projections telles qu'on pourrait le faire en fonction du nombre de candidats admis, on va vers une féminisation accrue de la profession. Donc je ne crois pas que ce soit un argument, en tout cas en ce qui concerne notre profession, et à Paris, en tout cas, pas du tout. Parmi les huissiers salariés, la majorité sont des femmes. Hein. Oui, c'est un statut qui semble plus convenir, sans doute, quand on devient huissier, enfin, professionnel, il y a un engagement financier, il y a des engagements en termes de temps, et je crois que c'est un statut qui convient bien à ceux qui l'ont voulu le choisissent, et je pense que c'est... Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Si vous me permettez, Madame la Présidente, j'ai des chiffres à vous donner, donc s'agissant des femmes, puisque on a parlé effectivement de cette réforme. En tout cas, M. Macron évoquait l'intérêt de cette réforme pour les jeunes et pour les femmes. Je reprends exactement ce qu'il a dit lors de son audition. Donc, comme vous l'a dit mon confrère, en 10 ans à Paris, il y a eu 78 nominations, dont 38 nominations de femmes. Concrètement, il y a 10 ans, il n'y avait que 36 femmes à Paris. Il y a 5 ans, 45. Et aujourd'hui, on compte 62 femmes. Et comme vous l'a expliqué mon confrère, cette progression, cette modernisation féminine, si je puis employer le mot, ne va pas cesser donc, de progresser, puisqu'aujourd'hui, donc, comme on vous l'a dit, à l'École nationale de procédure, on n'en a pas du tout parlé, c'est une école qui forme les futurs huissiers et les salariés de nos études.
Et à la rentrée de septembre, sur les 349 inscrits, on comptabilise 246 femmes. Et ces 246 femmes seront demain les huissiers de justice, donc sur le territoire national, bien entendu. Écoutez, il nous reste à vous remercier de votre venue ici. Et si vous avez des contributions écrites, n'hésitez pas à les faire parvenir à nos administrateurs. Merci à vous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le co-rapporteur.